sportifs, je vous retrouve pour un nouvel épisode du hors-série de podcast qu'on réalise avec quelques-uns de mes coéquipiers de club du Tri-Team Lutry à propos de notre préparation pour ce qui est devenu malheureusement un hypothétique Ironman au mois de juillet. Mais enfin, on est toujours là à l'antenne avec des invités pour répondre à nos questions, pour préparer au mieux cet événement et puis pouvoir suivre un petit peu le cheminement de préparation. Et dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler d'alimentation. Alors, les auditeurs assidus du podcast vont me dire qu'on a déjà bien abordé cette thématique au cours des épisodes passés, mais en particulier, aujourd'hui, on va parler de l'alimentation pendant l'effort. C'est quelque chose qu'on a peu abordé jusque-là dans le podcast. C'est quelque chose qui est, à mon avis, primordial au niveau de la performance. Et pour en discuter, bien évidemment, on retrouve mes coéquipiers du Tri-Team Lutry. Thomas est parmi nous. Salut Thomas. Salut Greg. Bonjour à tous. Steve aussi nous rejoint pour cet épisode. Salut Steve. Salut à tous. Arnaud, fidèle au poste également. Salut, j'espère que vous allez bien. Et puis, pour cet épisode, on accueille Hermano, donc co-animateur régulier du podcast de Nakan. Salut Hermano. Salut Greg, bonjour à toutes et à tous. Et puis notre dernier invité, il a une présentation bien à lui, que les auditeurs fidèles connaissent déjà bien, mais juste pour le plaisir des oreilles, on va la réécouter. Mesdames et messieurs, mon nom n'est nul autre que le fantastique, le merveilleux, l'extraordinaire et le tout-puissant Denis Boucher. Il est important pour vous de savoir à ce moment-ci que je suis le seul homme dans l'univers à pouvoir répandre la divine parole d'exercice. Et également, je suis le grand consultant suprême de Nakan, le podcast des sportifs connectés. Oh. Messieurs, c'était seulement pour vous. Ça, c'est incroyable. On a le droit à un petit add-on à la présentation de Denis maintenant. On est au-delà de la stratosphère là en ce moment. Je te remercie infiniment, Denis. Donc peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet au niveau de la thématique de ce soir, donc on rappelle que notre podcast, on l'enregistre dans une période un petit peu trouble au niveau sportif. Donc en Europe, on a déjà un petit peu parlé de la situation. Dis-nous, Denis, comment est-ce que ça se passe au Canada par rapport à cette situation face au coronavirus ? Eh bien, nous attendons, à l'heure actuelle, le premier ministre du Québec est en train de dire quelles seront les procédures de déconfinement. On a une petite opposition entre le premier ministre canadien et le premier ministre de notre province au Québec. Donc, le premier ministre québécois est en train de nous dire qu'il faut se faire contaminer pour développer une immunité collective, ce qui me semble étrange. Et le premier ministre du Canada dit le contraire, qu'il faut faire attention. D'accord, alors, donc on voit cette situation étrange. On voit qu'au Canada, c'est tout aussi la cacophonie que dans le reste du monde. En tout cas, un petit peu chez nous, tout le monde va un petit pas en avant, un petit pas en arrière. Donc voilà. Bien, donc on a décidé dans cet épisode de parler d'alimentation pendant l'effort. Donc on l'a dit en introduction, les auditeurs ont déjà eu l'occasion, et puis si ce n'est pas le cas, ils pourront se référer aux épisodes passés sur les filières énergétiques, l'alimentation du sportif, etc. On a passé en détail encore, il y a peu de temps avec Denis, l'épisode Game Changers qui était diffusé sur Netflix. Donc voilà, il y a plein d'informations là-dessus. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu d'alimentation pendant l'effort. Donc hydratation, alimentation. Et puis en particulier, vu que la thématique, c'est un peu l'Ironman, sur ces épreuves de longue durée. Donc on va parler d'épreuves à peu près de 10-12 heures en général pour ce type d'épreuve. Denis, déjà, avant qu'on passe à la discussion ouverte avec tous les intervenants de ce podcast, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu aimerais nous dire par rapport à l'alimentation ? Est-ce qu'il y a des grosses erreurs qu'on pourrait faire ou est-ce qu'il y a des pistes déjà dans les grandes lignes ? L'erreur principale est de ne pas suffisamment s'alimenter, de ne pas consommer assez de calories pendant l'entraînement. Et c'est vraiment la partie la plus difficile et la partie la plus étrange pour beaucoup de coureurs. Donc voilà, sur cette grosse erreur qu'à mon avis beaucoup de gens font, on va peut-être aborder les questions un petit peu plus précises, mais moi ce que je propose de faire maintenant c'est un petit tour de table virtuel, de savoir un petit peu quelle est la stratégie d'alimentation sur Ironman que les différents participants et mes différents coéquipiers appliquent en général ou pensaient appliquer le jour de la compétition. Alors peut-être que Thomas voudrait déjà nous faire un petit débrief de ce que lui avait planifié de faire. C'était encore le point d'interrogation pour cette course.
Donc c'est pour ça que le podcast tombe à pic. Vraiment sur semi-Ironman, le but pour moi c'est de partir avec une gourde pleine d'ISO, de la boire au fur et à mesure et après de ne passer qu'à l'eau avec les gels pour éviter d'avoir trop de sucre, trop de glucides dans l'estomac. J'ai des petits problèmes aussi à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est ma stratégie sur semi-Ironman pour l'instant. Mais là, sur Ironman, c'est un peu ma question, du coup, savoir s'il faut continuer à garder une boisson ISO pendant les 5-6 heures de vélo, s'il faut cette stratégie eau plus gel peut marcher aussi à long terme. Donc c'est vrai que j'ai pas mal de questions pour Denis. Et à ce jour, j'ai pas de réponse pour la distance Ironman. Donc Voilà, donc le but c'était de profiter de cet épisode pour commencer à définir une stratégie. un petit peu, oui. Steve, quant à lui, il a déjà connu la distance Ironman. Donc, comment est-ce que tu as abordé ce Swissman au niveau de ton alimentation et de ton ravitaillement? Alors en fait, si on prend comme exemple la course du Swissman, qui est en fait une course, on va dire, en autosuffisance, dans le sens que sur le parcours vélo, il n'y a pas de ravitaillement officiel organisé par la course. On est accompagné d'un supporter qui, lui, va nous suivre, entre guillemets, en voiture. Et en fait, avant la course, on fixe des points de rencontre par rapport au ravito. Alors sur moi, j'ai forcément, bien évidemment, de la boisson, donc une ou deux gourdes. Et puis après, un minimum de ravitaillement solide. Mais donc le gros du ravitaillement se passe au point où on se rencontre avec mon supporter. Et puis là, l'alimentation que j'avais prévue, c'était quelque chose d'assez solide, comme des sandwichs à la viande séchée, par exemple, parce que c'est quelque chose que j'aime bien en général. Mais en fait, ils n'ont pas tellement bien passé comme prévu, parce que j'avais un peu la bouche sèche. Donc, du coup, le fait de mettre ces sandwichs et puis cette viande séchée dans la bouche, j'avais de la peine à l'assimiler déjà dans la bouche. Et puis, ça m'arrivait souvent de devoir cracher le sandwich parce que ça passait pas, quoi. Donc, l'aspect liquide ou des ravitaillements un peu moins solides qu'un sandwich passait relativement mieux, quoi. Et puis après, effectivement, donc moi, si on parle de temps de course, moi, j'ai fait le Swissman en 18 heures. Donc là, c'est vrai que Fred a mentionné des temps de course de 10 à 12 heures. 18 heures, c'est quand même bien plus. Donc j'ai passé à peu près 9 heures sur le vélo. Donc là, c'est clair que les ravitaillements étaient super importants, déjà pour tenir les 9 heures de vélo. Et puis après, de prévoir le marathon qui, dans mon cas, a duré plus de 6 heures aussi. Donc là, l'alimentation était vraiment plus qu'importante sur ce Swissman. Merci pour ce retour d'expérience, Steve. On débriefera de toutes ces expériences ensuite avec Denis. Et puis Arnaud, toi, tu imaginais comment ce ravitaillement et puis cette alimentation pendant la course? Donc c'est vrai que de mon côté, j'ai toujours un petit peu fait ces distances assez rapides et où on a un peu moins la sensation d'avoir un besoin énergétique en apport en fait finalement. Et puis du coup, comme l'expliquait Thomas, je me contentais entre guillemets d'avoir une gourde pleine avec des ISO et puis derrière avoir un gel pour la course à pied. Après, quand je suis passé sur le 70.3 Alpha Iron, je commençais déjà un peu plus me poser de questions, donc j'étais un peu plus assidu sur les ravitaux, à un petit peu manger. On avait un peu la discussion aussi de prendre toutes les demi-heures une certaine quantité, etc. Mais ça restait assez approximatif, donc pas vraiment rattaché à mon comportement, mon métabolisme, etc. Et donc plus à la sensation. Je pense qu'il y a un gros critère qui est d'apprendre à se connaître. Il n'y a pas vraiment, même s'il y a une science, mais en tout cas, il y a une science qui doit être auprès de soi-même. Donc, j'allais l'aborder avec un peu plus de connaissances, donc me documenter via le podcast, via des livres, pour essayer de partir sur des bonnes bases quant à nourrir l'énergie. D'accord. Merci Arnaud pour ce feedback. Donc, apparemment aussi une stratégie à définir pour des courses plus longues, en fait. Tout à fait, ouais. Et donc, du coup, j'ai pas mal de questions à Denis aussi. Ça va être un épisode long, Denis. Il va falloir t'accrocher. Aucun problème. Hermano, est-ce que tu as quelque chose à partager par rapport au ravitaillement sur une compétition, alors triathlon ou marathon? Parce que je sais que récemment, l'année passée, tu as eu des soucis justement d'alimentation sur marathon.
Ouais, alors moi il y avait deux choses déjà que je voulais partager. La première c'était sur effectivement les distances type Ironman. Moi je vous parle de ça il y a 12 ans maintenant, donc ça remonte un petit peu. C'était un peu la belle époque du triathlon où j'étais pas encore monté sur Ironman mais plutôt sur 3/4 d'Ironman, donc la distance longue distance française. Et effectivement j'avais eu aussi quelques problèmes au niveau de l'alimentation. J'étais resté sur une gourde très légère en iso parce que j'ai quelques problèmes d'estomac et une bonne gourde d'eau. Plus sur le parcours vélo, on avait des ravitaillements liquides, donc on avait de l'eau. Donc, ce qui fait que j'avais 3 gourdes d'eau, enfin 3 gourdes sur le vélo, et sur la course à pied, on avait un petit peu d'eau, un petit peu d'iso, un petit peu de coca, et puis les classiques comme sur les marathons. Je parle de ça il y a 10 ans, hein, les fruits secs, les bananes, les chocolats et autres. Je crois que la particularité de l'Ironman, alors sauf des épreuves type Swissman où justement Steve tu disais c'est des épreuves assez difficiles, assez longues avec beaucoup de dénivelé, parfois avec des conditions climatiques un peu particulières, mais pour rester sur les épreuves type circuit Ironman, on est quand même en autosuffisance dans le sens où on a le droit d'avoir les ravitaillements de l'organisation, mais on n'a pas le droit d'avoir de ravitaillement externe. Donc si on part pas avec ce dont on a l'habitude de consommer, on risque d'avoir un petit souci si sur le parcours, les éléments qui sont mis à notre disposition ne sont pas ceux auxquels on est habitué. Donc ça déjà c'était un élément je pense que il fallait rappeler et dont on pourra débattre. Et puis effectivement, pour ce qui est des expériences un peu plus récentes, notamment sur le marathon pour ma part, j'ai eu affaire avec pas mal de déconvenues sur tout ce qui est gel, apport en sucre et autres. Et donc, lorsque en 2021, si tout se passe bien, on n'est pas reconfiné à nouveau, je devrais monter à nouveau sur la distance 3/4 voire Ironman. Je m'orienterai plus vers une stratégie à la Steve, c'est-à-dire des choses plutôt solides, des petits sandwichs. Peut-être encore végétarien, mais ça c'est un autre discours. Mais plutôt des sandwichs, plutôt de l'alimentation plaisir que véritablement se charger en sucre indéfiniment pendant toute la course. Déjà peut-être que sur le vélo ça passe, très certainement beaucoup moins bien sur la course à pied dès qu'on commence à donner un peu plus de choc à son corps et à son système digestif. Ouais, alors pour compléter, moi j'ai une stratégie qui rejoint un petit peu la stratégie de tout le monde. C'est-à-dire qu'au début, j'essaye de très bien faire, donc de calculer d'après les formules que va nous rappeler Denis tout à l'heure, le nombre de glucides qu'il faudrait ingérer par heure de compétition, enfin d'effort. Et puis j'essaye de calculer tout ça, puis de prendre toujours mon propre ravitaillement avec moi, en tout cas sur la partie cycliste, et de ne pas dépendre du ravitaillement extérieur de la course. Alors d'une part parce qu'à vélo, c'est vite fait de rater un ravitaillement, puis déjà quand il faut récupérer de la boisson, c'est difficile après encore de synchroniser pour choper des gels, des barres, etc. Donc j'essaie d'être autosuffisant sur mon vélo en alimentation solide pour la partie vélo. Comme l'a dit Steve et repris par Hermano, j'ai aussi ajouté de l'alimentation salée sous forme de sandwich, également avec du pain au lait et puis un petit peu de beurre et puis voilà pour casser un petit peu cet apport en sucre qui au niveau simplement du goût, au bout d'un moment ne passe plus du tout et puis devient compliqué. Mais par contre, moi la grosse difficulté que j'ai, c'est que je suis tellement concentré pendant l'effort et même sur un Ironman que parfois ça m'arrive d'oublier de me ravitailler pendant des longues périodes. Alors maintenant les compteurs ou les montres de sport permettent de configurer des alertes, mais c'est vrai que je suis tellement focus dans ma course que mon gros problème c'est que je m'alimente pas assez, mais pas parce que j'en ai pas envie ou pas j'ai pas faim, mais tout simplement j'y pense pas. Juste un point là-dessus, parce que vous me faites envie avec vos sandwichs, mais pendant la course, ils sont où vos sandwichs ? Alors, en l'occurrence, moi, quand j'ai fait Lanzarote, on a la possibilité sur l'Ironman de Lanzarote de donner un sac de ravitaillement personnel qu'on récupère à la moitié du parcours vélo. Donc, en l'occurrence, mes sandwichs, ils étaient là. Et puis sinon, quand j'ai fait l'Ironman de Zurich, j'avais des sandwichs. Alors, seuls les Suisses sauront de quoi il s'agit, mais c'est des sandwichs au Cenovis. En gros, ça a l'immense avantage, le Cenovis, qui est une pâte à tartiner à base de levure de bière. Si certains connaissent le Marmite anglais, c'est assez proche. On aime ou on déteste. C'est hyper salé. Mais par contre, ça a l'avantage, quand c'est dans du pain de mie, de pouvoir rester au soleil pendant des heures sans devenir immangeable, comme on pourrait imaginer qu'une tranche de jambon,
qui reste 6 heures dans la poche arrière de son maillot cycliste, et ben, au bout d'un moment, elle va commencer à sortir de la poche toute seule. Donc voilà, c'est pour ce petit problème, je trouve que le sandwich au Cenovis est absolument parfait. Et c'est ce que je m'étais fait sur l'Ironman de Zurich. Et voilà, j'avais ça avec moi sur le vélo comme mes barres énergétiques. Ok. Donc, Denis, par rapport à tout ce que tu as entendu dans cette première partie de podcast, déjà, qu'est-ce que ça t'inspire et puis qu'est-ce que tu as envie de nous dire qu'on fait faux et qu'il faudrait améliorer? En fait, c'est très complexe parce que chaque estomac réagit différemment à différents aliments. Donc, la stratégie de base est toujours essentiellement de combler vos besoins énergétiques. Toute la recherche scientifique démontre que si pendant un effort, vous dépensez 3000 calories, vous devriez consommer 3000 calories pour maintenir vos capacités à leur maximum. Maintenant, faisons quelques mathématiques. Maximum 10% de cet apport de cette énergie va provenir des protéines. Et vous allez avoir, selon l'intensité de l'effort, une variation entre, pour le reste, possiblement 50 à 60% de votre énergie va provenir des glucides et la balance des lipides. Donc, il faut trouver un équilibre entre protéines, lipides, glucides. Et au côté hydratation, l'apport en sodium et potassium. Parce que c'est à ce niveau qu'au niveau de la fatigue neuromusculaire, si l'apport en sodium et potassium n'est pas équilibré, donc si vous ne buvez que de l'eau, ça ne sera pas suffisant. Parce que vous transpirez beaucoup pendant l'effort, vous ne remplacerez pas vos réserves de sodium-potassium, la contraction musculaire va perdre de son efficacité, la fatigue va s'installer et vous ne serez plus capable de fonctionner. Donc, il y a ces deux dimensions qui sont très, très, très importantes. Maintenant, l'autre difficulté est le fait que notre corps ne comporte qu'environ 5 litres de sang. Et si vous consommez pour certaines personnes des aliments trop solides, votre estomac va prendre du débit sanguin, donc va requérir un plus grand débit sanguin pour effectuer la digestion de ces aliments, des aliments solides. Et donc, vous allez avoir moins d'énergie pour vos muscles et moins d'énergie pour la sudation. Donc, vous allez hypothéquer votre performance si vous ne fournissez pas à votre estomac des aliments qu'il est capable de bien gérer. Et c'est là la complication parce que plus on augmente le volume d'entraînement, plus on augmente l'apport calorique, plus ça devient un entraînement également pour l'estomac. Et ce que Arnaud mentionnait, il faut également apprendre à se connaître. Parce que chaque personne va réagir différemment. Moi, j'ai des gens qui sont de la même famille, des ultramarathoniens, et les réactions sont totalement différentes. Donc, ils doivent se tourner vers des aliments très différents, même s'ils sont des frères, des sœurs, et même vous allez avoir des jumeaux, vous allez avoir certaines différences. Donc, c'est tout ça qu'il faut... C'est vraiment un processus à la base qui est scientifique, de calcul, mais par la suite, c'est un processus d'essai-erreur. Ça doit être vraiment intégré dans sa préparation en tant que telle et on doit vraiment faire nos tests, apprendre à se connaître pendant notre préparation pour l'épreuve. Oui, et ce qui va être fascinant aussi, c'est que d'une épreuve à l'autre, de distance à l'autre, vous allez également réagir différemment. La température, l'humidité relative, tout ça va jouer un rôle sur la manière dont votre estomac, votre système digestif gère les nutriments, les macronutriments. Selon moi, c'est une étude en continu. Et malheureusement, on met beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention à l'entraînement, mais on n'en met jamais suffisamment à la nutrition. Mais pourtant, la nutrition, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. C'est ce qui va vous permettre d'améliorer votre condition physique. C'est ce qui va vous permettre de maintenir une performance en continu pendant une longue sortie, un marathon, un ultramarathon, un Ironman. Et c'est le défaut, je le vois dans toutes les disciplines. La nutrition est le parent pauvre de la performance. Malheureusement. Et tout le monde va investir énormément de temps, je le répète, tout le monde investit énormément de temps dans son entraînement, mais presque rien au niveau de la nutrition. Et l'impact est majeur. C'est incroyable la différence de performance. Dans un domaine aussi étrange que le motocross, donc les motos de compétition où on saute à des 30 mètres dans les airs, là, vous savez de quoi je parle, bien, j'ai des athlètes qui viennent et ils ne s'imaginaient pas le niveau de dépenses énergétiques qu'ils peuvent avoir, même s'ils font juste tripoter quelques poignées de moto. Donc, si on ajuste la nutrition, ce qu'ils vont me dire très souvent,
Je suis en version 2.0 de moi-même. J'étais vraiment en situation d'épuisement avant. Maintenant, je me sens performant parce que tu as tout simplement ajusté ta nutrition. Ouais, donc on ne pourra pas nous reprocher de ne pas l'avoir déjà dit au cours des épisodes passés par rapport à l'alimentation. Mais voilà, on en a encore un avec toi, Denis, pour essayer encore d'évangéliser encore plus les gens sur l'importance de la nutrition. Mais je comprends cette difficulté parce que moi, j'étudie les processus bioénergétiques depuis les 25 dernières années. Pour moi, l'énergie, c'est une utilisation de macronutriments en temps réel. Et si on ne fait pas cette étude au repos, à l'effort, pendant l'entraînement, en fonction des différentes conditions environnementales, on investit énormément de temps pour peu de résultats. Tout doit être noté. Les meilleurs athlètes au monde, les plus mauvais athlètes au monde, sont ceux qui s'entraînent beaucoup et ne notent rien. Ne prennent de notes sur absolument rien. Les meilleurs athlètes au monde sont ceux qui notent absolument tout. Chaque battement cardiaque est noté, la nutrition, la quantité de sommeil, absolument tout. Ils sont donc capables, c'est un travail d'enquête. S'ils ont une performance médiocre, ils sont capables de revenir sur les derniers jours pour s'apercevoir que leur rapport en lipides était insuffisant, que leur sommeil n'était pas suffisant, que leur rapport en sodium et potassium était défaillant. Donc, ils sont capables de corriger. L'athlète médiocre est celui qui, face à des difficultés au niveau de ses performances, va simplement augmenter le volume d'entraînement. Il ne réfléchit pas. Et tout ce que vous faites, si vous voulez améliorer vos performances, débute par la nutrition. Et l'entraînement, c'est le dernier élément. Le dernier élément. Tout ce que vous faites doit être un travail d'enquête. Vous devez savoir absolument tout ce qui se passe. Et avec mes athlètes de pointe, mes athlètes d'élite, que ce soit dans différentes disciplines, tout doit être noté. Pourquoi? Parce que si un problème se présente, je suis capable de revenir dans le passé, faire une enquête et trouver là ou les variables qui ont influencé mon athlète. Et si vous ne faites pas ça, qu'est-ce que ça vous donne de vous entraîner pour atteindre des sommets alors que vous ne faites pas ce qu'il faut pour y arriver? Moi, je suggère que, tu sais, Greg, dans les vélos canyon ou les cervélos, il y a une petite poche intégrée au cadre. Moi, je suggère qu'on fasse plein de petits Denis et qu'on les intègre dans notre cadre pour nous suivre pendant qu'on s'entraîne et pour suivre notre alimentation, pour qu'on puisse bénéficier de ces conseils. Parce que, non, mais plus sérieusement, tu l'as dit et Arnaud l'a dit, ça passe certainement aussi par le fait de se connaître soi-même. Et toi, Denis, tu as complété en disant que notre consommation énergétique variait suivant les types de conditions climatiques ou le type de parcours que l'on rencontrait. Et donc finalement, ce que tu nous dis, c'est que le meilleur moyen de savoir comment compenser au mieux toute cette énergie que l'on va consommer pendant notre sport, c'est effectivement d'avoir passé une longue période à s'analyser soi-même, à analyser sa dépense énergétique pour pouvoir la compenser avec ce qu'il va falloir, pas uniquement ce qui nous fait envie, mais aussi ce qui va nous apporter suffisamment d'énergie. Voilà. Steve mentionnait tout à l'heure le sandwich à la viande séchée. Et ça passait pas très bien dans les conditions où il était. Peut-être dans une autre condition, ça aurait été très utile. Peut-être que jamais il devrait consommer ce type d'aliment. Mais au moins, quand tu le fais, tu dois savoir dans quelles conditions tu le fais. Les conditions la distance, les conditions de température, la discipline, le degré d'humidité, ton niveau de fatigue, ton sommeil. Parce que si tu as mal dormi avant, il est possible que certains aliments, le lendemain, passent beaucoup moins bien que d'autres. Oui, ça on le sait. Il y a des aliments qui passent sur le vélo et pas sur la course à pied. Il y a des aliments qui passent quand il fait froid mais pas quand il fait chaud. Enfin voilà, je pense que tout le monde a déjà expérimenté ce genre d'expérience-là. Voilà. Et Grégory, le problème, c'est que les gens notent si peu les informations sur eux-mêmes qu'ils répètent constamment les mêmes erreurs. Je pense que c'est Einstein qui disait une personne stupide, c'est quelqu'un qui répète les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. C'est ça, ouais. Tandis que moi, je suis pas particulièrement intelligent non plus parce qu'en fait, à chaque fois que je fais une course, je fais une erreur. Alors certes, différente des précédentes, mais il y a quand même une erreur au niveau de l'alimentation à chaque fois parce que c'est quand même un problème pour chacune de mes compétitions alors que j'en ai fait quand même un certain nombre.
Oui, parce que ton mindset, est-ce que le mot mindset est français international, même si c'est anglo? Oui, il est compréhensible. Oui. Ton mindset est organisé en fonction de ta performance. Donc, mentalement, tu pédales ou tu cours et ton esprit est focalisé sur un point particulier que tu juges important. Donc, ta structure mentale par rapport à l'entraînement, par rapport à ta performance, est en fonction d'un point auquel tu attribues une valeur principale. La réalité, c'est que tu dois simplement modifier ton mindset. C'est que lorsque ta nutrition va passer dans ta valeur principale au niveau de ta performance, ça va tout changer. Parce que là, tu es en lutte contre toi-même. Tu dis, oui, j'oublie de m'alimenter, j'oublie de me nourrir. Oui, parce que tu attribues de l'importance à ton premier mindset. Oui. Ton mindset principal. Oui, c'est de pédaler ou de courir. Voilà. Ouais. Mais la réalité, c'est que pour moi, peu importe ce que tu vas faire, pour pédaler ou pour courir, tu dois t'alimenter. Mm-hmm. Donc, ça doit être structuré mentalement dans ton esprit avant de t'entraîner, avant d'aller à la compétition, pour que ce soit respecté à la lettre. Oui, tu peux mettre un avertisseur, un signal sonore sur ta montre, sur ta montre cardio, mais c'est un conditionnement externe. Tu dois le planifier toi-même. Tu dois faire un changement radical dans ton mindset. J'ai une question pour Denis. Si on revient sur l'hydratation en course, aujourd'hui, j'utilise une boisson isotonique. J'aimerais savoir la différence avec une boisson hypotonique. Premièrement, d'abord, comprendre les différences entre les deux. Et faut-il utiliser plus l'une ou l'autre suivant la distance de la course? Et est-ce qu'il y a des dangers à jumeler ça avec l'apport de gel ou autre? Est-ce que tu as des recommandations? Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? En fait, moi, je le fais par calcul. Donc, je vais toujours déterminer, je vous donne un exemple. Restons dans l'hydratation. Température donnée, degré d'humidité donné. Ce que je vais demander à mes athlètes, c'est dans telles conditions, vous vous pesez nu avant de courir, vous allez faire votre performance, vous revenez, vous vous pesez nu. Et si vous avez perdu 1,5 kg, en général, vous avez sué 1,5 kg d'eau. Il y a du glycogène, mais évitons tous les détails. Donc, je dois compenser par ce 1,5 normalement litres d'eau. Donc, 1 litre d'eau, 1 kg. Donc, 1,5 kg, 1,5 litre d'eau que vous devriez compenser. Donc, tu aurais dû compenser pendant ta course 1,5. À ce moment, au niveau du sodium-potassium, la base est assez simple. La base est de 1500 mg de sodium dans une journée. Et environ 3 fois ça, environ 4000 mg de potassium. C'est de savoir, au niveau de la sudation, comment je compense. Est-ce que je compense par litre avec un 200 mg? Donc, c'est de voir quels sont tes risques de perte. Et c'est là que tu vas déterminer où je vais les trouver. Vers quelle boisson je vais me tourner pour compenser. Parce que les boissons en tant que telles, ça a peu d'importance pour moi, pourvu qu'elles te permettent de combler les besoins, de combler tes pertes. Et un nom de boisson, ou peu importe, un type de boisson, peut avoir un très bon effet ou avoir un effet tout à fait néfaste si c'est placé dans les mauvaises conditions. Tu me dis que, par exemple, sur la même course, Arnaud ou moi, on n'aurait pas forcément la même boisson. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Pour revenir à la définition pure, qui est la question de base de Thomas, si j'ai bien compris, isotonique, ça veut dire que en fait, la boisson est censée compenser exactement les minéraux et les autres apports qu'on dépense pendant la course, sauf que hypotonique, c'est qu'il y a un petit peu moins d'apports par rapport à ce qu'on dépense. Donc ça, c'était ma compréhension jusque-là. Mais par contre, après, effectivement, si Denis te dit il fait trop chaud, mets moins de poudre dans ton eau par rapport à la quantité, ta boisson isotonique va devenir intrinsèquement hypotonique. Voilà. Voilà. Donc, la boisson elle-même, qu'on dise hypotonique, c'est vraiment un nom marketing. Ouais. C'est vraiment seulement du marketing. Ouais. Tout doit être placé dans le contexte où vous êtes. Toutes les recherches scientifiques que j'ai effectuées, dans toutes les disciplines, au niveau de l'armée, au niveau des ultramarathons, des triathlons, moi, sortez-moi tous les noms extraordinairement impressionnants que vous voulez. Tant que ce n'est pas placé dans le contexte de l'athlète, pour moi, ça ne veut rien dire. Pour moi, c'est de la foutaise. Parce qu'une boisson isotonique, oui, isotonique, mais dans quel contexte? Donc, comme Grégory vient de le mentionner, isotonique peut devenir hypotonique parce que ça ne respecte pas les besoins du contexte. C'est pour ça qu'à la base, malheureusement, il y a du calcul à faire. Étrangement, la nutrition sportive
n'est pas une science aussi poussée qu'elle le devrait, même si on a beaucoup d'avantages d'information qu'il y a plusieurs années. Mais c'est du calcul mathématique à la base. Et, comme Arnaud le mentionnait, de l'ajustement personnel par la suite. Peut-être pour compléter la question de Thomas, si tu prends une boisson qui, par la force des choses, devient hypotonique, donc que tu compenses pas suffisamment tes pertes en minéraux, en sodium, tu peux peut-être avoir un problème. Si, en revanche, tu prends une boisson trop chargée et que tu as plus d'apport en minéraux, en sodium, est-ce que tu as un problème, est-ce que tu peux avoir un problème pendant ta course? Quel type de problème ça peut générer chez toi? Il faudra avoir vraiment une surcharge pendant la course, si on dépasse. C'est extrêmement rare que ça va arriver. J'ai jamais vu ça, j'en ai jamais entendu parler. La seule problématique de la surcharge est au niveau gastro-intestinal. Lorsque vous allez avoir cette mixture de toutes les vitamines, de tous les minéraux, les glucides, les protéines, les lipides, c'est là que ça devient difficile pour plusieurs. Donc, c'est comment l'ajuster, comment s'étudier, comment on réagit en fonction des différents contextes. C'est toujours la même situation qui revient. Et ça demande malheureusement énormément de temps. Mais lorsque ça fait partie de nos entraînements, c'est là qu'on obtient davantage de résultats. Si vous allez investir des heures d'entraînement qui ne produiront jamais l'effet d'une nutrition adaptée à vos besoins. Et donc, on reboucle sur ce qu'on disait au début de cet épisode, ce qu'on a déjà dit précédemment, se connaître soi-même et travailler tout ça à l'entraînement et pas attendre le jour de la compétition pour se lancer dans des expérimentations. Oui, j'allais enregistrer une vidéo en fin d'après-midi pour moi et c'est sur la fatigue musculaire. Je vais vous la définir. La fatigue musculaire est l'incapacité de maintenir un effort de même intensité ou de même niveau. On expérimente tous la fatigue musculaire pendant l'entraînement, pendant la compétition. Le seul moyen de réduire l'impact de la fatigue musculaire, nous en avons parlé, bien gérer ses réserves énergétiques, mais bien se nourrir et bien s'hydrater. Et s'hydrater, ce n'est pas que de l'eau. C'est du sodium, c'est du potassium également. Et l'autre problématique, les gens qui s'entraînent beaucoup comme vous, dans leur alimentation hors entraînement, il y a souvent une carence également. Parce que les athlètes d'endurance ont beaucoup de difficultés à aller chercher leurs besoins en vitamines et minéraux. Et les vitamines du complexe B, à titre d'exemple, sont très importantes dans la dégradation des protéines, lipides, glucides, la base de l'énergie. Donc, vous voyez tout cet enchaînement de contextes où on parle d'hydratation qui n'est pas adaptée, qui va entraîner de la fatigue neuromusculaire. Si vous ne consommez pas assez de calories, vous allez éprouver une fatigue au niveau bioénergétique, donc vos performances vont diminuer. Et tout ça s'enchaîne. Si vous avez à la base une carence au niveau de la consommation de vos vitamines et de vos minéraux, vous allez également avoir des baisses de performance. La base, c'est l'énergie. Et cette énergie, il faut qu'on la trouve dans notre alimentation de course. Et je crois qu'à propos de ça, Arnaud avait une question. Donc non, en fait j'avais plusieurs questions qui sont arrivées au fur et à mesure. La première c'était en fait on a parlé beaucoup des attitudes qui sont pas forcément justement intelligentes, donc stupides, mais qui font partie de notre apprentissage à tous. Et c'est vrai que en fait de mon côté je réservais cette partie alimentation lors de la compétition. Parce qu'en fait, je me disais, si j'arrive pendant l'entraînement à avoir ce rythme, à avoir cette force, etc., et ben, lorsque je m'alimenterai plus, donc cette espèce de boost, en fait, j'aurai de meilleures performances. Donc ça, c'était le premier point que là, on est en train de corriger par rapport au fait qu'il faut aussi entraîner l'alimentation lors de l'entraînement physique et lors de la préparation. Arnaud, je vais t'interrompre, mais ce que je veux te dire, c'est que l'entraînement est une stimulation qui envoie un message à ton corps de s'adapter pour répondre à cette stimulation. Et le seul moyen que l'adaptation se produise, c'est avec une alimentation de pointe. Alors, beaucoup d'entraînement se perd, beaucoup de temps d'entraînement se perd parce que la nutrition n'est pas adaptée.
J'ai des gens qui s'entraînent de nombreuses heures par semaine, et je l'ai probablement répété dans plusieurs autres podcasts, qui s'entraînent de nombreuses heures par semaine, qui ont des VO2 max désastreux. Une condition physique désastreuse. Expliquez-moi cette chose aussi étrange que je teste quelqu'un qui s'entraîne 20 heures par semaine, qui a un VO2 max de 51, et je teste quelqu'un qui marche 5 heures par semaine et qui a un VO2 max de 51. Où est le problème, selon vous? L'alimentation. Ça se passe à ce niveau. Donc, en l'absence de mesures qui nous donnent de l'information sur nous-mêmes, nous n'avons que des croyances. Et on s'entraîne en fonction de croyances, et ces croyances n'ont aucun rapport avec des résultats concrets. Mais pourtant, vous êtes dans une discipline où vous avez besoin de résultats concrets. Non, c'est très juste. Je pense que le mot croyance, il est très important parce que dans l'idée, c'était un peu de se dire, justement, pas de se priver évidemment hein, d'énergie, mais en étant dans une attitude d'entraînement où il y a un petit peu moins d'apport, peut-être qu'on arrive, enfin je parle plus pour moi, donc du coup que j'arrive à développer en fait, on parlait de la VO2 max, mais je pensais plus à l'aspect musculaire aussi. Parce qu'en fait le corps irait puiser dans les ressources et voilà, j'avais la croyance c'est l'erreur. Non, ouais. Tu ne veux pas puiser dans tes ressources. Tu veux qu'elles soient maintenues. Tes réserves de glycogène, de glucose, qui est la principale source d'énergie en entraînement, est limitée. Les meilleurs athlètes au monde ont stocké dans leurs muscles environ pour 850 calories d'énergie, dans leur foie pour environ 100 calories d'énergie en glucose. Lorsque ces réserves diminuent, ta performance diminue. Donc, ce que tu veux, c'est que pendant que tu t'entraînes, pendant que tu es en compétition, fournir suffisamment d'énergie à ton corps afin de ne pas épuiser tes réserves. Tu dois les maintenir en tout temps à leur maximum. Et c'est faux de croire que si tu t'alimentes moins et que tu crées une carence, que ton corps va stocker davantage de réserves. Ton corps, un athlète moyen va stocker environ 500-600 calories dans ses muscles. Mais tu n'augmentes pas tes réserves de stockage. Le seul moyen d'augmenter tes réserves de stockage d'énergie, c'est en engraissant. Donc, si tu engraisses de 10 kilos, bonne chance à la course. Tu vois, c'est tout ce calcul, ces paramètres qu'il faut vraiment prendre conscience. Thomas veut rebondir sur ce que tu viens de dire. Oui, je vais juste rebondir, par exemple, j'ai vu que Steve aussi cette semaine s'entraînait le matin très tôt à jeun. Non, quelle douleur! Non, vous pouvez pas me dire ça, messieurs, non! Et c'était pour confirmer le fait, pardon Denis, mais est-ce que le fait de courir et du coup de forcer son corps à aller chercher dans ses lipides, comme tu dis, et ne pas aller tout de suite taper dans ses glucides, donc de repousser cette limite, est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est de la merde! C'est de la foutue merde! Messieurs, OK, je vous défais encore une croyance. J'allais me faire un infarctus, mais... OK. L'utilisation des lipides n'est pas en lien avec la durée de l'effort, est en lien avec l'intensité de l'effort. Ce n'est pas en faisant un jeûne que vous allez utiliser davantage de lipides. Vous allez inévitablement utiliser davantage de glucides. C'est en lien avec l'intensité de l'effort. Et si vous vous entraînez à jeun, vous imposez à votre corps un stress physiologique où vous allez dégrader vos réserves énergétiques extraordinairement rapidement. Vous allez être fier de vous, mais vous allez avoir un beau 0 majuscule d'efficacité. Voilà, Steve, t'es rhabillé pour l'hiver. Je rebondis sur ma sortie à jeun de ce matin. J'ai fait un 8 km à 6 minutes au kilomètre sur 40 minutes. Pour moi, ce n'est pas un entraînement, c'est une sortie plaisir à 7 heures du matin avec les petits oiseaux et puis le soleil qui se lève. Oui, mais pourquoi ne pas joindre plaisir et efficacité? Oui, consomme 200 ou 300 calories avant ta sortie et comble à ton retour.
On en avait parlé, hein, Denis, de ça, donc on va renvoyer les auditeurs vers l'épisode dans lequel on en parle, mais quand on fait ça, on a besoin de dégrader le muscle, parce que comme il n'y a plus de glucides, le corps il a quand même besoin d'énergie qui ne peut pas puiser à 100% dans les lipides, donc là c'est ce qui va déclencher le catabolisme et puis il va détruire la fibre musculaire pour aller apporter de l'énergie au corps, c'est ça ? Voilà. Et autre chose, messieurs, que la plupart des gens ignorent, c'est que les lipides que vous allez consommer, donc un des macronutriments, si vous n'en consommez pas assez, les lipides sont les précurseurs de la fabrication de la testostérone et de l'estrogène. Et ça, c'est pour le maintien de votre masse musculaire. Vous ne voulez pas être des culturistes, mais vous voulez maintenir votre masse musculaire si vous voulez être efficace. Donc, tout ça a un lien très spécifique. Et si vous ne vous nourrissez pas adéquatement, vous ne tirez aucune efficacité de vos entraînements. Thomas, est-ce que ça répond à ta question sur la course à jeun ? Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Mais Denis, je faisais aussi, je suis pas mal de youtubeurs en ligne et notamment Running Addict, qui est un Québécois et qui parle de ses heures d'entraînement et notamment un petit peu d'alimentation en compétition aussi. Et là, il a fait une dernière vidéo sur le sleep low et donc comment faire des entraînements intenses pour vider ses réserves de glucides le soir et d'aller s'entraîner à jeun le lendemain pour aller taper dans ses délits. Donc voilà, je voulais confirmer ou infirmer ça. Donc maintenant, j'ai ma réponse. Toi, ta réponse. Merci beaucoup. Moi, je mesure, messieurs. Tout le monde parle des croyances, mais je mesure. Je suis un scientifique. Très bien. Donc on va profiter de cette science parce que moi j'ai une question par rapport à la compensation. En général, quand je pars sur des épreuves, alors mettons de moyenne distance, je compense dans mon alimentation quasiment que avec du glucide. C'est-à-dire que je prends des barres énergétiques, alors il y a des céréales, mais quand tu regardes la composition de ces barres, c'est quand même essentiellement des glucides. Et je voulais savoir s'il était recommandé de reconstituer exactement de la manière dont on va dépenser ou alors de se dire, de toute façon, les lipides, j'en ai assez sur moi, comme tu disais, parce que j'ai quand même une masse grasse de quelques pourcents et donc j'en ai suffisamment pour aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Les protéines, est-ce que ça vaut la peine d'en prendre ? Est-ce que tu recommandes de prendre par exemple des BCAA aussi pendant l'effort ou pas ? Comment est-ce que tu vois l'équilibre glucides, lipides, protéines ? On va laisser de côté tous les minéraux dont on a parlé tout à l'heure, mais vraiment dans les trois filières, est-ce qu'il y a une recommandation pendant l'effort qui devrait être selon toi la même ou différente de l'alimentation en général ? Ça va dépendre de l'intensité, à laquelle la distance et l'intensité. Les protéines, vous allez avoir toujours un maximum de 10% d'utilisation d'énergie. Donc, je pense que c'est important de consommer un apport en protéines en continu. Si vous êtes en zone aérobie, lorsque vous faites votre entraînement, vous allez consommer davantage de lipides que vous allez dépenser davantage de lipides que de glucides. Donc, c'est de savoir cette proportion en fonction du contexte dans lequel vous êtes, comment répartir cet apport. Mais si vous dépensez 1000 calories et que je vous demande de consommer ce 1000 calories, je vais vous suggérer un 10% en protéines. Je vais vous suggérer ensuite la balance, donc qui reste majorité 55% en glucides, 45% en lipides. Donc, en pourcentage, ça vous donne une idée. Et pour rappeler qu'un gramme de lipides, c'est 9 calories, un gramme de protéines, c'est 4 calories, un gramme de glucides, c'est 4 calories, et un gramme d'alcool, 7 calories. Ah, mais donc on peut charger en bière dans le bidon, il n'y a pas de problème. Voilà, j'en attendais pas moins de toi. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de calcul à la base. Tout le temps. Et puis, par rapport au BCAA, je sais que tu recommandes de les prendre en boisson de récupération, par exemple, après l'effort, mais est-ce que tu préconises aussi d'en prendre en complément pendant l'effort ? Pendant, non. Je vous le mettrai en récupération. Les BCAA, on parle de leucine, isoleucine, valine, donc 3 acides aminés. Moi, je les recommande davantage en récupération. Mais il n'y a pas de dommage d'en prendre pendant. Il y a Hermano qui a une question. Ouais, moi, j'avais quand même une question. C'est même si on se connaît et même si on s'analyse au quotidien, si on est un bon sportif, comme tu le dis, et qu'on note tout, malgré tout, comment est-ce qu'on mesure cette consommation calorique ?
Moi, c'est toujours avec un test de VO2 max où je vais obtenir une cinétique de dépense énergétique. Donc, tester sur vélo, tester à l'effort. Moi, j'ai une cinétique de dépense énergétique et je suis capable de voir en fonction des transitions l'apport, les besoins en glucides, lipides qui sont présents. Pour le reste, il faut y aller avec un calcul général, comme je te mentionne. Donc, estimer que je vais compenser avec un 10% en protéines et la balance, donc 45% lipides, 55% glucides. Ce qui va être dans une norme très acceptable. Donc, je reviens maintenant au niveau de l'hydratation. D'après mes lectures, la capacité d'absorption en liquide du corps humain au niveau du système digestif, elle est à peu près de 0,6 à 0,7 litres par heure. Tu me corriges si je me trompe, Denis. Donc, ça veut dire que dans des conditions extrêmement chaudes, par exemple, on pourrait transpirer un volume d'eau plus important que ça. Donc forcément, au bout d'un moment, on va être en déficit d'apport hydrique pendant son effort. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent de compenser ça? Est-ce que boire, je ne sais pas, plus salé ou avec plus de minéraux ou avec d'autres techniques, est-ce qu'on arrive à mieux assimiler l'eau ou les liquides qu'on boit? Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand je mesure le taux d'hydratation, je mesure l'eau intracellulaire et l'eau extracellulaire. Et l'eau totale. Donc, le rapport entre l'eau extracellulaire et l'eau totale me donne un ratio. Exemple, 0,360, 0,370. En bas de 0,360, vous êtes 0,360, vous êtes déshydraté. Au-delà de 0,390, vous êtes en rétention d'eau. Moi, ce que je veux obtenir, c'est un ratio central. Donc, oui, il peut arriver que vous ne soyez pas capable de compenser la perte en eau, mais l'important, c'est de maintenir l'équilibre interne. Donc, c'est là que le sodium-potassium viennent jouer un rôle majeur. Donc, oui, si vous êtes sur une séquence d'entraînement et que vous allez en compétition et que vous n'avez pas bien calculé votre rapport en sodium-potassium, il est fort possible que vous arriviez à la compétition et que ce soit extrêmement difficile pour vous. Donc, ça doit être géré en tout temps, encore une fois, en fonction des différents contextes. Mais même si vous suez davantage et que vous n'êtes pas capable de combler, ça ne veut pas dire que vous allez être déshydraté pendant la course. Très bien. Donc, en jouant avec l'équilibre sodium-potassium, on arrive à maintenir cet équilibre même si on transpire un peu plus que ce qu'on boit. Oui. Alors moi, je reviens toujours sur mon histoire de mesure. Est-ce que pour mesurer un petit peu cette consommation d'eau, ou plutôt voir si avant et après l'effort, on est bien en termes d'apport hydrique, est-ce qu'on peut utiliser des appareils comme des balances à impédance mètre, ou est-ce qu'il faut vraiment des appareils beaucoup plus spécifiques? Balance à impédance, je pense que vous allez en trouver de bas de gamme qui vont vous donner votre pourcentage d'eau totale. Donc, ce n'est pas aussi précis que ce que moi j'utilise, mais au moins, vous allez obtenir l'information. Donc, je vous donne un exemple. Si votre votre hydratation est à 57% en eau et que vous arrivez à la fin d'une course et que vous avez baissé de plus de 1% ou 2% ou dans un extrême à 3%, là, vous savez que vous compensez mal vos réserves. Oui, ça, c'est un exercice pratique qu'on peut faire en partant à son entraînement, puis en revenant et puis en comparant les données. Ça, c'est quelque chose de très concret qu'on peut faire chez nous. Oui, effectivement. Donc un appareil à rajouter dans le package du triathlète, la balance à impédance. Mètre, ouais. Une autre question toute simple sur laquelle il y a débat, est-ce que le fait d'avoir soif indique, quand on a soif, est-ce que c'est trop tard pour s'hydrater ou pas? Parce qu'on entend des gens qui disent qu'il ne faut pas attendre d'avoir soif avant de boire, et d'autres qui disent que le corps humain est suffisamment bien conçu pour que quand il commence à avoir besoin d'eau, on a soif. Alors, d'après toi, est-ce qu'il faut boire avant d'avoir soif, ou est-ce que c'est pas forcément mauvais signe d'avoir soif sur une compétition? Non, c'est pas nécessairement mauvais signe d'avoir soif. Dans certains cas, oui. Il n'y a pas de réponse qui tranche vraiment la question comme telle. Moi, j'en reviens toujours avec la notion combler ses pertes. Donc, si vous savez que pendant votre prochain 10 km d'entraînement, vous allez suer pour l'équivalent d'1 litre d'eau, compensez-le. Oui, c'est ça. Si on sent qu'on est en plein soleil, qu'il y a un petit vent chaud de face et puis qu'on met une intensité importante, on peut bien se douter qu'on va commencer à transpirer un peu. Et donc, du coup, que c'est le bon moment de commencer à compenser ça. Oui.
effectivement. Pardon, j'ai peut-être une question pour ceux qui ont déjà fait des Ironman, par exemple. Grégory, si sur le marathon, sur le vélo, je suis d'accord, tu as ta gourde, etc. Sur le marathon, comment tu arrives à compenser ces 4 heures de course en buvant un demi-gobelet de coca par ravito tous les 5 km? Ben, en multipliant le nombre de gobelets au ravitaillement. En fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre un gobelet d'ISO et un gobelet d'eau à chaque ravitaillement. Et puis, ben voilà, en fonction de la distance qu'il y a entre les ravitaillements, on arrive plus ou moins à gérer sur sa course à pied. Moi, je bois 3 gorgées à peu près dans chaque gobelet pour équilibrer un petit peu, parce que si je bois que de l'ISO, après j'ai la bouche pâteuse, sucrée, etc. Donc je bois d'abord mes 3 gorgées d'ISO, ensuite mes 3 gorgées d'eau, et puis je lance mes 3 gobelets à la sortie de ma zone de ravitaillement dans les poubelles, et puis j'attends le prochain ravitaillement. Mais après, ça dépend aussi de la configuration de la course à pied. Si c'est une petite boucle avec plusieurs postes de ravitaillement, c'est plus facile. C'est sûr que si tout d'un coup, il y a 5 ou 7 km entre 2 ravitaillements. Et puis sinon, tu as la solution à l'ancienne. Tu pars avec une ceinture, avec des flasques, et puis tu es comme ça sûr d'avoir toujours ta petite giclette d'eau, pas quand tu en as besoin, mais quand tu estimes que tu vas en avoir besoin pour avoir une hydratation régulière pendant toute la course. Bon, ça, si tu vises la pure performance sur un marathon d'Ironman où tu veux essayer d'aller chercher un temps par rapport à des concurrents qui, eux, les auraient pas pris, tu seras tout de suite un petit peu plus pénalisé. Donc, ça, c'est plus utile pour du trail. Et là, on peut faire un petit teaser pour notre prochain épisode qui va aborder de cette discipline-là. Mais par contre, ouais, en trail, c'est clair, tu pars avec une partie de ton ravitaillement en liquide. Mais sur une course Ironman où le but, c'est d'aller quand même le plus fort possible sur une distance où il n'y a pas forcément besoin d'être en autonomie, c'est clairement un handicap d'être avec son camelback ou alors sa ceinture de flotte, quoi. Regarde, tu fais danser Denis. Denis t'a dit que le plus important, c'était l'alimentation, la nutrition. Arrête de fixer ta performance. Messieurs, puis-je vous faire un lien? Moi, je pense vraiment dans un contexte global l'entraînement. Si vous vous alimentez mal, si votre hydratation n'est pas adéquate pendant votre performance ou pendant votre entraînement, ce qui va se produire, c'est que la fatigue neuromusculaire va s'installer au niveau neuromusculaire, comme je viens de le mentionner, et au niveau bioénergétique. Donc, si ça s'installe, votre biomécanique va devenir défaillante. Si votre biomécanique devient défaillante, ceci veut dire que vous dépensez davantage d'énergie à une intensité d'effort donnée. C'est donc que vous avez commencé à vous épuiser. Le but d'un athlète est de dépenser le moins d'énergie possible à une intensité donnée. Pour moi, c'est toujours de la mathématique. C'est cette mathématique qui, depuis les 25 dernières années, j'ai appris à analyser, à voir et à observer. Malheureusement, on s'entraîne en fonction de croyances. Il faut s'entraîner en fonction de faits, en fonction de données, et tout ça a un lien. Quand je vous dis que la plupart des athlètes n'ont pas idée à quel point la nutrition a une influence sur la performance, ça va jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau de la biomécanique, de la dépense énergétique et des résultats finaux. Ouais, bah évidemment, hein, dit comme ça, c'est extrêmement simple, Denis. Moi aussi, j'aimerais dépenser beaucoup moins d'énergie pour courir à 4 minutes 30 au kilomètre, mais malheureusement, bah, j'ai toujours besoin de beaucoup de glucides, apparemment, vu le souffle que j'ai sur ce type d'allure. Donc, ouais. Tu as besoin de beaucoup de glucides parce que tu es une personne massive. Tu es grand et ton poids, tu n'as pas un pourcentage de gras tout à fait normal. Mais tu es grand et tu es massif. Donc, c'est certain que tu dépenses énormément d'énergie pour te propulser. Voilà, la nature est ainsi faite. C'est ça. Donc, au-delà de oui, Hermano? Non, je voulais poser une question à Denis. Peut-être en marge de cette alimentation, on voit de plus en plus sur les marathons, sur les Ironman, sur les ultras, notamment dans les moments où le climat est assez chaud, des grosses éponges qu'on peut s'enfiler dans la tenue ou se mettre sur la tête. Alors effectivement, ce n'est pas de l'alimentation, mais est-ce que malgré tout, ça peut contribuer à réhydrater le corps?
Oui, parce que vous allez avoir une diminution de votre température corporelle, la température interne. Donc, vous allez réduire la sudation et vous allez avoir donc davantage de sang à utiliser, un débit sanguin supérieur pour vos muscles. Donc, c'est très bien. C'est une bonne stratégie, donc, Une bonne stratégie, de s'asperger ou d'essayer de rester le Voilà. maximum au frais, quoi. Ouais. Parce que le refroidissement se fait avec la sudation, donc c'est par convection. Ouais. Lorsque vous évaporez l'eau, c'est comme ça qu'on se refroidit, tout simplement. Mais plus vous avez à transpirer, plus il y a de débit sanguin vers la peau, moins vous en avez vers l'estomac et vers les jambes et vers les muscles. Donc, c'est là que toute la compétition au niveau nutrition se fait. C'est que le corps doit envoyer de l'énergie vers une partie de débit sanguin vers la peau, une partie vers le système gastro-intestinal et une grande partie au niveau des muscles. Donc, si la compétition devient injuste, le corps doit sacrifier sur quelque chose. Il va sacrifier sur la performance, il va sacrifier sur l'estomac et vous allez vomir ce que vous venez de consommer. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Ok, alors je prends rapidement la main, mais du coup, s'il y avait un conseil pour justement quitter les mauvaises habitudes qui sont de ne pas suffisamment s'entraîner à ce niveau-là, par où commencer et voilà, par où commencer. Moi, je déterminerais des comportements très spécifiques que je noterais. C'est ce que je recommande très souvent, c'est-à-dire quelles sont les choses importantes. Au départ, votre rapport en calories, protéines, lipides, glucides. Donc, vous devez calculer votre dépense énergétique pour déjà apprendre à combler cet écart et commencer un calcul au niveau de l'hydratation. Ce seraient les deux éléments avec lesquels je débuterais, que je vous conseille de débuter. Et lorsque cette habitude est intégrée, vous y allez progressivement et vous vous perfectionnez. Vous y allez avec des calculs un peu plus complexes, vous avancez, vous progressez, vous faites par la suite des ajustements en fonction des contextes, température, humidité. Donc, je vous dirais déjà de commencer à noter tous les éléments dans un cahier d'entraînement, appelez ça comme vous voulez, un bloc-notes d'entraînement, pour vraiment avoir un ensemble. Voilà, un ensemble d'informations très pointues. Et en fonction de votre... Parce qu'il est très important de savoir pourquoi vous évoluez et pourquoi vous régressez. Il y a toujours des parties de régression dans l'entraînement. Si j'y vais avec des croyances, il est très rare que je vais trouver la bonne solution. Mais si je suis capable de revenir dans le temps et d'identifier les variables qui ont influencé ma performance, j'ai la solution. Échouer ou réussir est une question de données. J'espère que ça répond à la question de Arnaud. Apparemment, c'est le cas. Et puis, il y avait Steve aussi qui voulait... Ouais, alors juste avant ma question, peut-être juste une petite boutade par rapport à Hermanos qui disait pour s'asperger pendant les courses. Toi, Greg, tu disais que tu prenais un verre d'ISO et un verre d'eau à chaque ravito. Personnellement, moi, je prends un troisième verre que je me fous sur la tronche et sur la nuque pour vraiment rafraîchir la température du corps. Et puis ça, chez moi, ça marche plutôt bien parce que moi, je souffre de la chaleur assez vite. Si sur une course à pied, il fait déjà plus de 20 degrés, moi, j'ai déjà chaud. Donc, c'est une technique qui marche plutôt bien chez moi. Et puis après, en fait, ma question, c'était, ce soir, le sujet du jour, c'était de parler de l'alimentation pendant une course. Mais Denis nous a appris, en tout cas moi personnellement, m'a appris beaucoup de choses sur le fait que l'alimentation est en tout cas autant importante, voire plus que l'entraînement physique. Et puis en fait, moi, une des questions que j'avais au tout début, avant qu'on commence, c'était que on sait qu'on doit s'alimenter, on va dire toute l'année. Mais si on prend un objectif et une échéance, quel est pour toi le pourcentage d'importance de la dernière semaine, voire la veille de la course, de l'alimentation? À quel pourcentage tu mettrais son importance? Très peu pour moi. Très peu d'importance parce que moi, j'amène mes athlètes à gérer leur alimentation en continu. Comme je viens de vous le mentionner, en fonction du contexte, en fonction des différentes demandes. Donc, il n'y a pas d'histoire de procéder à une surcompensation en glycogène avant. Je sais que les réserves énergétiques de mes athlètes sont à leur maximum. On en avait déjà parlé dans un épisode passé aussi. Beaucoup d'athlètes font l'erreur de changer dramatiquement leur alimentation dans la dernière semaine et ça peut être extraordinairement néfaste. On avait parlé des pasta parties avec les pâtes trop cuites qui venaient faire vraiment un mastic au niveau gastro-intestinal le soir avant la compétition et ça peut être dramatiquement néfaste pour la performance du lendemain. Oui.
Donc en fait, l'idéal, ce que tu recommandais, Denis, c'était de continuer à s'alimenter de manière tout à fait normale pendant la dernière semaine. Même le soir avant de la course, il n'y avait pas de choses particulières à faire. Le carbo-loading ou ces autres pratiques voilà, c'est pas forcément une stratégie payante. Ce qui m'étonne toujours, j'en reviens à cette notion de croyance, c'est qu'un athlète qui veut performer est prêt à croire à tout. Et donc, il peut détruire sa performance la journée précédente, comme tu viens de le mentionner, Grégory, parce qu'il a entendu quelque part que la surcompensation en glycogène, qui est une stratégie qui remonte aux années 1970, est adéquate. Et il va modifier son alimentation et il va arriver à la compétition. Mais je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Mais t'es con. Voilà. Et juste pour conclure sur une boutade pour toi, Denis, donc la poutine la veille de la compétition, c'est pas une bonne idée. Écoute, ça dépend de la personne. Ça dépend de quelle compétition aussi. Hein. Oui, il y a des gens que ça peut bien passer. On renvoie nos auditeurs aux épisodes passés, notamment celui dans lequel on fait la post-analyse de Game Changers par rapport à la junk food. Et puis, j'ai tellement adoré cet épisode, messieurs. on enjoint nos auditeurs à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, parce qu'effectivement, c'est un grand moment de débat avec Denis et on a appris pas mal de choses. Est-ce qu'il y a encore des personnes qui ont des questions par rapport à l'alimentation, par rapport à ce dont on a discuté? Sinon, je vais essayer de faire un exercice dans lequel je ne suis pas toujours très très fort, mais c'est d'essayer de résumer très simplement tout ce qu'on a appris dans cet épisode. Donc la première chose que tu nous as dit, Denis, en introduction de cet épisode, c'était que l'alimentation, tout comme l'alimentation de tous les jours, l'alimentation pendant l'effort, elle était extraordinairement importante au niveau de la performance, et puis que la performance chutait rapidement si sur des épreuves de longue durée, on ne s'alimentait pas correctement. Et puis l'autre chose que tu nous as appris, c'est que l'alimentation idéale, eh bien, elle est idéale pour chaque individu, mais qu'évidemment, il n'y a pas une potion magique une formule magique pour tout le monde, et qu'il faut faire des expérimentations pour trouver l'alimentation qui nous convient. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit intégrer à l'entraînement. On a parlé lors des épisodes passés de préparation mentale qu'on doit intégrer à l'entraînement. Il y a aussi l'alimentation. Enfin bref, on voit bien qu'il y a vraiment plus que la dimension purement performance. Tu nous l'as rappelé encore aujourd'hui. Et puis moi, je tombe dans ce piège encore à chaque fois. Donc je vais essayer d'intégrer ça mieux à partir de maintenant dans mon entraînement. Et puis ensuite, tu nous as dit qu'il fallait essayer de compenser un grand maximum les pertes hydriques et énergétiques avec l'alimentation et la boisson pendant l'effort. Et puis que sodium-potassium, c'était important de compenser, non pas seulement juste de boire de l'eau plate, mais vraiment qu'elle soit apte à compenser aussi sodium-potassium, puis que ça pouvait, même si on n'arrive pas à boire autant que ce qu'on transpire, ça pouvait quand même nous amener à la ligne d'arrivée dans de bonnes conditions. Et puis au niveau de l'alimentation, c'est qu'il faut essayer de se connaître et puis de faire des tests. Donc là, tu nous as renvoyé vers des tests qui peuvent se faire qu'en labo pour les athlètes, mais de vraiment faire un bilan de la dépense énergétique à telle intensité, et puis ensuite de pouvoir faire le calcul de ce qu'on devrait compenser en termes de protéines, lipides et glucides. Et puis comme ça, on se fait une routine à l'entraînement. Après, comme on l'a dit avant, chacun trouvera, si c'est du sandwich au Cénovis, si c'est des barres énergétiques de céréales, si c'est une banane ou peu importe quoi, chacun trouvera ce qui lui convient dans tel domaine. Et puis un dernier point que tu as souligné et qui est important, c'est quand on fait ces expérimentations à l'entraînement, le but du jeu, c'est de noter le plus d'informations possible qu'on arrive ensuite à recouper. Par exemple, je suis allé faire un entraînement sous la pluie et là, ce gel énergétique, il m'a sauvé la vie parce qu'il m'a reboosté. Et puis par contre, lors du deuxième ravitaillement, j'ai pris cette barre de céréales et déjà, j'ai vu que concrètement, pratiquement sous la pluie, quand je l'ouvre, ça devient de la compote impossible à manger. Et puis qu'en plus, il est vraiment pas bien passé. Et puis qu'avec ça, avec l'expérience qu'on va acquérir, avec le temps, on va pouvoir se construire une stratégie efficace quasiment dans toutes les situations. Grégory, si j'ai dit toutes ces choses intelligentes, alors je suis fier de moi. Eh bien, je crois. En tout cas, c'est moi ce que j'ai compris et ce que je vais retenir de cet épisode. Ah, il a dit une autre chose intelligente, mais ça, c'était juste pour Steve, c'est qu'il ne faut pas faire de sport à jeun. Voilà. Eh bien, messieurs, c'était un très bel épisode. Encore une fois, je vous remercie tous de votre participation. On
se retrouve normalement dans 2 semaines pour un prochain épisode sur cette série. Et puis, le podcast, lui, continue la semaine prochaine. On a un petit peu déjà levé le voile sur la thématique de ce prochain épisode. On va parler de trail avec Hermano et puis un invité. Et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai dans 2 semaines pour continuer à parler de préparation Ironman et puis de stratégie, même si la course elle est repoussée un petit peu plus loin. Merci beaucoup, très bon moment effectivement passé avec vous messieurs, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui nous écoutent encore. À tous, le Québec vous salue. Merci. Merci. À tous, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ciao.